Il a étudié l'économie, la sociologie, mais aussi la science politique, le management, la musique. Il s'est engagé avec passion pour la puissance de sa nation. C'est un savant très politique, c'est Max Weber. Max Weber naît en 1864 en Allemagne, au sein d'une famille bourgeoise qui a réussi dans l'industrie. Sa famille est de religion protestante, une branche du christianisme très présente à l'époque en Allemagne. Dès 12 ans, il lit des philosophes comme Kant, des poètes comme Homère, des historiens comme Hérodote et beaucoup d'autres auteurs. Les parents de Weber invitent souvent chez eux tout le gratin politique et intellectuel de la haute société allemande. Influencé par les amis de la famille, Weber développe un fort attachement à la valeur de liberté et se sent très concerné par la puissance de la nation allemande. Weber fait des études de droit à la fac et suit d'autres disciplines comme l'économie et l'histoire. À 29 ans, il est nommé professeur en Allemagne. Cependant, il doit interrompre son enseignement à cause d'une grave dépression nerveuse qui va durer 10 ans. Il se consacre alors à la lecture et à l'écriture de livres. Weber définit sa propre sociologie comme science qui se propose de comprendre par l'interprétation l'action sociale et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. Ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est le sens qu'ont les actions pour les individus eux-mêmes, c'est-à-dire leurs intentions, leurs motivations, leurs désirs. Par exemple, dans le cas de cet élève au 3e rang, on se demandera si ses bavardages visent à perturber le cours ou bien s'il cherche à attirer l'attention de la fille du 1er rang. Weber n'étudie pas n'importe quelle action. Ce qu'il appelle des actions sociales sont des actions qui sont tournées vers autrui. Manger une pomme sert à nous nourrir ou à nous faire plaisir, elle a donc un sens pour nous, mais ce n'est pas une action sociale car elle ne concerne que nous. Pour que cette action soit sociale, il faudrait offrir une pomme à quelqu'un avec, par exemple, l'intention de lui faire plaisir. Il y a donc pour Weber différents types d'actions sociales. Ce que l'on fait car on en a l'habitude, comme saluer le prof en entrant en classe, ce qu'on fait sous le coup de l'émotion, comme se venger de quelqu'un qui nous aurait blessés, ou ce qu'on fait au nom d'une valeur qui nous paraît plus importante que le reste, comme l'homme qui risque sa vie dans un duel pour sauver son honneur. Bien sûr, ces types d'actions ne se retrouvent pas exactement telles quelles dans la réalité. Nous n'agissons jamais seulement sous le coup de l'émotion, et il y a toujours une part d'habitude dans ce que nous faisons. En fait, Weber se méfie beaucoup de tout ce qui ressemble à des simplifications de la réalité. Il est un peu historien et sait que toute chose correspond à une époque et à un lieu précis, que les idées naissent et meurent, et que c'est donc une erreur de croire que les choses sont fixées une fois pour toutes. Pour éviter ces pièges, Weber choisit les éléments essentiels des objets qui l'intéressent, en supprimant tout ce qui peut paraître de trop pour sa recherche, et il s'en sert pour fabriquer des schémas. Il obtient donc des sortes de définitions simplifiées qu'il utilise comme des outils de compréhension de la réalité. Ces petits outils, Weber les appelle les idéaltypes. En clair, la sociologie de Weber se place dans la petite machine interne des individus, ce qui permet de les comprendre, et donc d'expliquer pourquoi ils agissent comme ceci ou comme cela. Et pour ne pas faire mentir la complexité du monde, Weber utilise des idéaltypes comme outil d'analyse. On dit de sa sociologie que c'est une sociologie compréhensive. Un livre illustre bien la sociologie de Weber, publié en 1905, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Dans ce livre, Weber met en relation deux pensées distinctes qui schématisent sous forme d'idéaltypes la pensée religieuse du protestantisme d'une part et la pensée du capitalisme occidental d'autre part. Weber écrit en effet à une période où le capitalisme se développe rapidement. Mais qu'est-ce que le capitalisme signifie vraiment pour Weber ? Tout commence par la relation des protestants avec l'au-delà. Les protestants souhaitent rejoindre le paradis après leur mort et surtout éviter de finir en enfer. Or, chez les protestants, l'homme est prédestiné. Dieu décide l'accès à l'au-delà dès la naissance. Et contrairement aux catholiques, il n'y a pas de possibilité de se racheter pendant sa vie sur terre. De plus, les protestants sont seuls face à Dieu. Ils n'ont personne pour leur dire s'ils sont élus pour le paradis ou non. C'est l'angoisse! Pour déstresser, ils n'ont qu'une seule solution. Pendant leur vie sur terre, ils doivent trouver des signes que Dieu les a bien choisis.
Une nouvelle croyance va tout changer pour les protestants. Ils commencent à penser que le fait de devenir riche serait justement un signe de leur élection, un message de Dieu qui dirait Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! On est bien! Les protestants vont alors tout mettre en œuvre pour faire de l'argent. Pour cela, ils vont impliquer un travail méthodique en utilisant le calcul, la rationalité afin d'être le plus productif possible. Cette façon de penser, Weber l'appelle le Beruf, c'est-à-dire la profession ou la vocation. En résumé, ce sont les croyances religieuses des protestants qui les poussent à bosser comme des machines afin de faire le plus de fric possible. Cette tendance transparaît à l'époque de Weber dans l'organisation du travail qui devient de plus en plus codifiée et millimétrée. Progressivement, tous les aspects de la vie quotidienne des protestants deviennent guidés par cet objectif de performance. L'économie, la politique, mais aussi leur vie privée. Au final, cette manière de se comporter dans le monde fait apparaître un homme nouveau en Occident, l'homme capitaliste moderne, obsédé par la performance et la maîtrise des choses. L'apparition de cet homme capitaliste, c'est le signe d'une grande transformation au centre de la vision de Weber, la rationalisation du monde. D'après Weber, comme pour le cas des protestants qui se transforment en entrepreneurs capitalistes, nos actions sont de moins en moins motivées par la tradition ou par nos émotions et se réduisent à la recherche d'efficacité. En raison de cette rationalisation, il se produit une démagification du monde. Cela veut dire que nous croyons de moins en moins dans la magie ou dans la religion pour guider notre vie. Tout devient moins magique et plus compréhensible, tout semble explicable scientifiquement, en un mot, rationnel. Et plus l'inexplicable et l'irrationnel reculent, plus le monde nous paraît mécanique et froid. Jusqu'à ce que, pour Weber, la vie semble ne plus avoir aucun sens. Cette situation ne semble pas si loin de nous aujourd'hui, tant notre société semble en difficulté d'inventer un autre horizon collectif que la production de nouveaux produits à consommer. D'après Weber, cette rationalisation contamine nos croyances dans le domaine politique, ce qui change les relations de domination. Auparavant, on se soumettait au roi car on croyait dans l'importance de la coutume ou de la tradition, ou bien on vénérait le prophète car on les trouvait charismatiques en raison de leurs actes héroïques qui nous persuadaient de leurs compétences extraordinaires. Avec la rationalisation du monde, c'est la loi qui prend le relais de la domination. Désormais, ce en quoi nous croyons, c'est dans les règlements légaux. Contrairement au gouvernement d'un chef, nous croyons que ces règlements sont impersonnels et objectifs. C'est pour cette raison que nous nous laissons gouverner par l'État. Il représente l'application de cette loi impersonnelle. Et puisqu'il est censé faire respecter cette loi, nous acceptons même qu'il puisse exercer la violence sur notre territoire, et qu'il soit le seul à en avoir le droit. Cette rationalisation influence le rapport de Weber à la science. Weber voit bien qu'avec l'avancée irrésistible de la raison et des connaissances, il n'est plus possible de tout savoir et de tout connaître. Face à cette montagne de connaissances qui grossit, le savant est obligé de se spécialiser. Weber le vit super mal, car il a toujours cru pouvoir devenir un grand savant, comme son modèle Goethe. Comme il ne peut tout savoir, l'enseignant doit donc s'interdire de donner son avis politique en cours. Cela serait une manière d'imposer ses propres valeurs à ses élèves ou à ses étudiants, dans la mesure où le savant moderne a une connaissance limitée du monde et qu'il peut donc se tromper. Si un prof veut soutenir par exemple le port des tongs à l'école, cela doit se faire en dehors du cadre de son cours. Pour Weber, le savant peut donc être engagé politiquement à condition de se montrer responsable et de ne pas profiter de sa position de scientifique pour faire passer ses idées. Justement, Weber n'était pas qu'enseignant, il était très engagé politiquement à côté de ses cours. Comme de nombreux Allemands, Weber est affecté par l'état de son pays. Après la défaite de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est à genoux, on lui confisque de nombreuses ressources et elle doit s'endetter auprès des vainqueurs. C'est une humiliation nationale. De plus, pour Weber, la puissance de l'Allemagne est menacée de l'intérieur. D'abord, les fonctionnaires prennent trop d'importance. Ils sont certes utiles et sérieux, mais ils sont trop soumis et ne savent pas prendre de décisions politiques. Il y a aussi les révolutionnaires, que Weber critique fortement. Pour lui, les révolutionnaires n'ont pas peur d'agir au nom de leurs idéaux, mais ils se cognent complètement des conséquences de leurs actes. Weber a une idée précise de l'homme politique qu'il faut pour l'Allemagne. L'homme politique doit être capable de redonner du sens en montrant la voie à suivre au pays. Il doit donc être convaincu, passionné, mettre la main dans les rayons de l'histoire, mais en même temps, il ne doit pas se défiler devant ses responsabilités. Si jamais il ne tient pas son cap, il doit donc être lucide et assumer ses fautes. Pour soutenir la vision de son pays, Weber s'implique sans relâche et dans de nombreux projets. Il commande la stratégie guerrière allemande dans les journaux, il participe à la rédaction de la nouvelle constitution allemande, il adhère à un mouvement nationaliste allemand et il crée même un parti politique. En 1920, Weber meurt.
Hanté par le mouvement de rationalisation qu'il avait décrit, Weber s'inquiétait de la disparition de la liberté, enfermée dans cette cage d'acier du capitalisme moderne. Tiraillé toute sa vie durant entre carrière universitaire et vie politique, il n'a pas vraiment été l'homme politique dont il rêvait. Son engagement politique était réel, mais il semble finalement moins important que son engagement dans la science. Reconnu aujourd'hui comme l'un des pères de la sociologie, il est toutefois, rationnel ou pas, certainement le plus politique d'entre eux.